La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Depuis quelque temps, les intelligences artificielles envahissent notre quotidien. On les retrouve sur Internet, dans nos moteurs de recherche. On peut leur poser des questions et recevoir des réponses étonnamment complexes et sensées. À tel point que ça fait un peu peur. Chacun se demande ce que sont exactement ces systèmes et si ça se rapproche ou non du fonctionnement du cerveau humain. Le mot intelligence est d'ailleurs un peu ambigu. Il faut dire que la langue française est moins riche que la langue anglaise pour cela. Les Français emploient toujours le mot intelligence, là où les Anglais emploient des mots différents. L'intelligence cérébrale est plutôt traduite par cleverness en anglais ou brain power. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une intelligence artificielle ? J'ai avec moi aujourd'hui, pour en parler, un grand spécialiste de la question, Malik Khalab, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui a été l'un des premiers chercheurs à travailler sur le sujet de l'intelligence artificielle dans les années 1980. Bonjour Malik. Bonjour Sylvie. Malik Khalab est ingénieur de l'école Super-Héros, maintenant devenue l'ISAE, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Il a fait un doctorat au LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse, et il y a ensuite été recruté avec un poste CNRS. Il en est même devenu directeur de 2003 à 2006. Il a été plusieurs fois invité à l'étranger, en particulier aux États-Unis et en Chine, pour faire de la recherche et donner des cours. Il a été co-auteur d'un des premiers livres scientifiques sur l'intelligence artificielle en français en 1985, et il a publié ensuite plusieurs autres ouvrages. Il a été directeur du programme national de recherche concertée intelligence artificielle. Il est responsable du groupe robotique et intelligence artificielle du LAS. Il a été directeur du programme national interdisciplinaire de recherche ROBEA, etc., etc. Ce serait trop long de détailler toute la carrière de Malik Khalab. Mais il est clair que personne mieux que lui peut nous expliquer ce que sont les intelligences artificielles et les questions que cela pose. Malik, peux-tu nous parler du principe sur lequel reposent les intelligences artificielles et aussi de l'historique de toutes ces études ? Alors, en préalable, tu as tout à fait raison de souligner que l'intelligence est un mot ambigu et l'intelligence est multiforme. On sait chez les humains qu'il y a diverses formes d'intelligence. L'intelligence liée au langage, l'intelligence littéraire, l'intelligence artistique, l'intelligence en sciences, l'intelligence sociale dans le comportement. Il est très difficile de le cerner avec une définition très très précise. Toujours est-il que moi je n'aime pas parler des intelligences artificielles. En fait, c'est une discipline qui est l'intelligence artificielle et sa concrétisation technique, c'est un certain nombre de logiciels et de machines qui exhibent des formes plus ou moins avancées d'intelligence selon une compréhension un peu informelle de la capacité de résoudre des tâches. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui vise à comprendre l'intelligence. Et on veut la comprendre avec des modèles mathématiques qui peuvent être mis en œuvre sur un ordinateur, sur une machine. Et ce faisant, on va essayer de mécaniser, faire par la machine des tâches qui nécessitent de l'intelligence, des connaissances, du raisonnement, des tâches cognitives. Excuse-moi, mais là tu parles d'intelligence comme l'intelligence humaine en fait. Comme l'intelligence naturelle, plutôt que humaine, parce qu'elle est présente chez de nombreux animaux. Lorsque on voit que des animaux sont capables d'utiliser des outils, de planifier leur comportement, ils exhibent des formes d'intelligence. Donc, si on arrive à faire à des machines des tâches que l'on voit faire par des animaux qui utilisent des outils, on dira que cette machine a démontré dans cette tâche des formes d'intelligence. Donc, il y a des tâches qui sont abstraites, telles que faire un bon diagnostic en médecine à partir d'un cas clinique, résoudre un problème de mathématiques, ou jouer aux échecs ou aux jeux de Go, et des tâches qui sont plus concrètes, telles que conduire une voiture ou explorer un engin sur Mars. Tout ça nécessite certaines formes d'intelligence, et l'intelligence artificielle est une discipline qui essaye de comprendre l'intelligence en dotant les machines de capacités à réaliser ces tâches. Donc comprendre l'intelligence et aller plus loin aussi. Et aller plus loin.
Bien sûr. Oui. Et aller plus loin parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, quelles sont ces méthodes? Eh bien, pour simplifier, il y a deux grandes catégories de méthodes. Il y a des méthodes qui consistent à prendre des connaissances et des raisonnements tels qu'on les enseigne à un collégien ou un lycéen. Voici les connaissances de physique ou de chimie ou d'astronomie, etc. Et voilà comment on doit raisonner pour résoudre un problème de façon correcte, et faire en sorte que la machine puisse utiliser ses connaissances et ses raisonnements pour résoudre les tâches que j'ai dites. Et puis, il y a un autre ensemble de méthodes qui sont, on prend des données et on fait des statistiques sur ces données. On montre à une machine comment se conduit une voiture dans un grand nombre de situations à partir des données de beaucoup de capteurs, des caméras, des proximètres qui donnent la distance aux obstacles, etc. Et on apprend à partir de là un comportement qu'on juge satisfaisant dans la conduite d'une machine. Voilà deux grandes catégories de méthodes: connaissance et raisonnement, méthode données et statistiques. C'est-à-dire que la machine, dans le cas des données statistiques, sait simplement, parce qu'elle a eu beaucoup d'exemples, le résultat le plus probable, mais ne comprend pas comment on l'obtient. C'est ça. Tout à fait. Alors, peut-être que là, une parenthèse intéressante, il faut plonger sur la notion de modèle. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? En science, on s'appuie sur ce qu'on appelle des lois, mais en réalité, ce sont des modèles. Si je jette une pierre ou si je lance une fusée, si je connais les forces que j'ai exercées sur la pierre, je sais prédire où est-ce qu'elle va tomber, où est-ce que la fusée va aller. La même chose, si je construis un pont, quelle charge peut-il supporter, ou un avion, quelle va être sa possibilité de décoller avec telle masse. Donc, on a des modèles prédictifs. Ces modèles prédictifs s'appuient sur un certain nombre de principes qui expliquent pourquoi cette prédiction marche. D'accord ? Ce sont aussi des modèles explicatifs. Dans un certain nombre de cas, on n'a pas ces modèles qui sont basés sur des principes et qui sont capables de nous donner des explications, mais qui sont prédictifs. On a observé que ce médicament marche dans tel et tel cas et qui ne marche pas dans tel. C'est ce qu'on appelle empirique, non? Absolument. Ouais. Donc ce sont des observations empiriques qu'on ne sait pas associer nécessairement à un modèle profond des causes, avec des relations causales qui nous permettent d'expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Mais néanmoins, quand on n'a que ça à se mettre sous la dent d'une certaine façon, on peut déjà faire des choses avec et on peut faire des prédictions. Mais ces prédictions s'appuient sur des choses relativement ténues qui sont des corrélations dont il faut se méfier. Alors, il y a deux raisons. C'est que quelquefois les corrélations sont complètement trompeuses. On sait par exemple qu'il y a une corrélation entre les séjours à l'hôpital et les décès. C'est pas l'hôpital qui crée le décès, bien entendu. C'est la corrélation est liée au fait qu'on va à l'hôpital déjà quand la santé est détériorée. Ou, exemple amusant, entre la consommation des crèmes glacées et les noyades. C'est pas les crèmes glacées qui créent les noyades, même si la corrélation est élevée. C'est le fait que les crèmes glacées se consomment au bord de mer et que les noyades sont plus fréquemment au bord de mer. Donc on voit un certain nombre de corrélations qui n'ont rien de causal. Et l'autre aspect qui fait que ces modèles sont peu suffisants, ou je dirais sont vraiment des modèles superficiels, c'est que la statistique ne nous permet pas d'expliquer et d'aller au-delà. Par exemple, dans mon exemple de la chute de la pierre, si j'ai un modèle qui me parle de l'accélération, de l'attractivité, de la pesanteur, etc., je sais éventuellement dire que dans les planètes que l'on voit, il nous manque quelque chose parce que ce n'est pas compatible avec les équations de Newton. Et on arrive à deviner qu'il y a une planète qu'on ne voit pas, c'est Uranus, la seule planète qui a été découverte par le calcul avant d'être vue. Et donc, là, on a un modèle qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que la simple statistique. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la méthode statistique, ça permet d'avoir des résultats et c'est très important. Et plus on a d'éléments pour la statistique, plus on a de chances d'avoir des bonnes réponses, mais qu'il faut quand même toujours se méfier. Absolument. Il faut se méfier et on cherche en science des modèles plus profonds que le modèle statistique qui reste superficiel. Mais l'intelligence artificielle, c'est la méthode statistique, là. Pour ce qui est des méthodes d'intelligence artificielle à base de données, on s'appuie essentiellement sur l'élaboration de modèles statistiques. Maintenant, si j'ai des connaissances, je vais les mettre dans la machine. Si j'ai des modèles profonds, liés par exemple à la biologie, comment interagissent des molécules, quel impact sur les cellules, etc. Je vais les mettre dans la machine et calculer plus loin que l'observation empirique que ce médicament fait ou ne fait pas un effet dans tel et tel cas. Donc à chaque fois que j'ai des connaissances, je vais pouvoir les utiliser. Et si je n'ai pas de connaissances, je vais m'appuyer sur les données. Et le Graal, sur lequel beaucoup d'équipes travaillent aujourd'hui, c'est de conjuguer les deux, ce qu'on fait très très mal. C'est de conjuguer à la fois
des méthodes à base de connaissances et de raisonnement et des méthodes à base de données. On a beaucoup de mal à le faire, ça fait l'objet de beaucoup de recherches, mais on progresse petit à petit. De GPT, par exemple, c'est une intelligence artificielle générative. Et que veut dire ce mot génératif? Ah oui, alors donc, effectivement, là, on est sur les méthodes qui sont essentiellement à base de données. Les méthodes qui sont essentiellement à base de données permettent de déterminer une certaine distribution de probabilité des données qui sont observées. Supposez par exemple que j'ai un dé qui était pipé. Et alourdi sur une face. Donc ce dé-là, je vais le jeter un certain nombre de fois, je vais le jeter 100 fois ou 1000 fois, et je vais constater qu'une fois sur 2, il me montre la face 6, et une fois sur 10, l'une des 5 autres faces. Donc ça, je fais un apprentissage du modèle de ce dé qui a été alourdi. Une fois que j'ai appris cette statistique, pour pouvoir savoir ce que le dé va me dire, j'ai plus besoin de jeter le dé. Je peux le faire par calcul. Et je vais faire des tirages aléatoires selon cette distribution. Eh bien, les grands langages de modèles tels que ChatGPT fonctionnent exactement comme ça. Et nous en avons tous l'expérience à travers l'utilisation d'un smartphone. Quand je tape un message sur le smartphone et que j'écris 2 ou 3 mots, je suis venu, il me propose un certain nombre de continuations. Et quelquefois, c'est pas ça du tout d'ailleurs, ça pose problème. Absolument. Quelquefois, il est à côté. Parce qu'il me propose que 2 ou 3 continuations. Je suis venu, il va me dire, je suis venu pour, je suis venu avec. Si je dis, je suis venu en, il va me dire, je suis venu en voiture, je suis venu en bus. Donc, il me propose des continuations. Si mon message est relativement standard, une partie de ces continuations va marcher. Si mon message est très particulier, ça ne marche pas. Et puis, ce sont quand même des prédictions sur la base de modèles relativement pauvres. Ce que fait ChatGPT, c'est exactement ce que font les smartphones aujourd'hui en proposant des continuations sur des messages ou des lettres, mais à très grande échelle. À très, très, très grande échelle. Donc, on fait un apprentissage non pas sur quelques messages ou SMS, mais sur des dizaines de milliards de textes. Et sur ces textes-là, on lit une partie du texte et on essaye de prédire au mieux quel est le mot suivant. Et en faisant cela, on est capable de générer, comme j'ai fait mon tirage aléatoire avec le dé, le mot suivant dans un dialogue. Donc ChatGPT, c'est un système de dialogue, le mot chat signifie dialogue, et un système de génération de mots à partir de la complétion d'une phrase. Donc ça permet de fournir une question ou une phrase quelconque et d'obtenir du système la suite. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les intelligences génératives comme ChatGPT permettent de trouver des résultats, mais on s'aperçoit qu'elles sont capables de faire finalement des travaux qu'on n'avait pas imaginés. Et je pense que là, on arrive à la fin de l'émission, donc on va en reparler la semaine prochaine de tout ce qu'on découvre finalement qu'on n'avait pas attendu, a priori, avec ces intelligences. Avec plaisir.